Salam alaikum, Azzoul Filaoun. Bonsoir. Depuis 1962, le pouvoir utilise les référendums comme moyen tactique pour masquer une irréversible volonté de reproduire le système en utilisant la même devise. On change de constitution pour ne pas changer de système. Depuis toujours, le pouvoir débite la même ritournelle sur le respect de la Constitution, alors qu'il est le premier à la piétiner jour après jour et au gré de ses besoins et de ses desiderata. L'éditorial d'El Jaish du 9 novembre renseigne sur la déconnexion totale de ceux qui dirigent l'armée en comité restreint avec la réalité amère que vit le peuple algérien. Les éléments de langage, le corps du texte n'est qu'une suite de banalités et de propos populistes. Vous osez commettre l'outrage de comparer le déclenchement de la révolution armée à la révision constitutionnelle que vous qualifiez de constitution de novembre dans le texte. Par cette affirmation, vous trahissez l'esprit, l'âme de novembre. Vous trahissez aussi tous ceux qui l'ont préparé, déclenché et réalisé. Le mépris que vous affichez au peuple algérien qui vous a manifesté son rejet sans équivoque de cette consultation électorale est édifiant et renseigne sur le manque de considération que vous lui devez. Affirmer que la révision constitutionnelle, qui au passage renforce par le droit votre prééminence sur la vie politique et économique du pays, est une deuxième trahison faite aux chouhada et au peuple algérien. Par ce comportement irresponsable, vous contribuez à agrandir le fossé entre l'armée et le peuple. L'ensemble des Algériens exige pacifiquement, dans le cadre de la révolution du 22 février, un processus constituant où seront consacrées les libertés individuelles, collectives, l'indépendance de la justice et la liberté de la presse, alors que vous lui imposez une réforme qui consacre au président de la République des pouvoirs de droit divin et l'institution militaire la charge légale de tout contrôler. Le peuple algérien est là d'être dans cette espèce de stratégie permanente de la tension, frustré de ne pouvoir agir car il a choisi la voie pacifique pour faire aboutir ses revendications politiques. Épuisé par la crise sanitaire et économique qui tous les jours frappe à sa porte, fatigué de toutes ces conflictualités, il souhaite passer aux causes communes. Messieurs de l'état-major, laissez-le faire, c'est dans l'intérêt de tous. Daoula Madaniya ماشي عسكرية. Algérie, l'état-major dans le déni de réalité. C'est le titre de notre émission ce soir et j'ai le plaisir d'accueillir donc dans notre studio ici Brahim Younsi, cadre du MDA depuis de 82 à 88. C'est Brahim Younsi, marhaba bik, bonsoir. Merci, marhaba bikoum. Et aussi le plaisir d'avoir Samir Yahyaoui, analyste et activiste politique. Samir, bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci, bonsoir. Aussi le plaisir d'avoir Skandar Debbache, militant des droits de l'homme, militant politique aussi. Skandar Debbache, bonsoir. Bonsoir, c'est moi. Je vous remercie pour votre invitation. Merci, c'est Skandar. Marhaba bik. On aura depuis Alger Azdin Toumi, militant politique, dans la deuxième partie de cette émission. Si Brahim Younsi, je vais commencer cette émission avec vous. L'édito de Jaish est sorti. Et il titre « La symbolique de novembre et la naissance de la nouvelle Algérie ». Qu'est-ce que cela veut dire? C'est tout un programme. Mais auparavant, si vous me permettez, parce qu'un événement assez significatif et assez grave s'est produit ces derniers jours.
à savoir le décès d'un détenu des années 90. Je veux absolument lui rendre hommage à sa mémoire. Après 28 ans de détention, sans que le pouvoir ait pu apporter la moindre preuve le concernant et concernant les autres détenus qui attendent la mort. Je trouve cela scandaleux que l'on détienne des Algériens qui ne sont coupables de strictement rien du tout, sinon qu'un pouvoir a décidé de donner à la population des boucs émissaires. Après cela, je crois l'avoir dit ici, novembre a été désacralisé et désacralisé par un système qui va de renoncement en renoncement, de renoncement en renoncement, de piétinement en piétinement, à des lieux de mémoire et à des dates mémoire. Et si le peuple algérien a quelque chose de sacré, en dehors, bien entendu, de ses croyances, il a le 1er novembre. Le 1er novembre est une date intouchable et devrait être intouchable, alors que le pouvoir vient de la piétiner, de la salir par l'organisation d'un référendum que l'écrasante majorité des Algériens ont rejeté. Ont rejeté une constitution qui n'est pas la sienne. Et le pouvoir d'ailleurs, malgré le trucage des chiffres, a reconnu que le peuple algérien n'a pas voté, n'a pas dit oui, n'a pas boycotté massivement ce référendum. Et d'autant plus qu'il y a près d'un tiers de ceux qui sont allés voter qui ont dit non à cette constitution. Le pouvoir illégitime, il était légitime depuis l'origine. Et ce pouvoir illégitime doit en tirer les conséquences et la conclusion. Il doit absolument redonner le pouvoir à ceux qui doivent l'avoir. Cela veut dire le pouvoir de décision, le pouvoir de faire une constitution, le pouvoir originaire qui est le peuple. Sans que le peuple n'ait élaboré sa constitution, toute constitution serait inacceptable et ne sera pas acceptée par la population. Il faut absolument que le pouvoir reprenne son pouvoir, que le peuple reprenne son pouvoir constituant. Mais on va revenir à ce qui a été dit dans l'édito. Et là, dans l'édito, on parle que le peuple a accompagné ce processus électoral. Les chiffres que nous avons eus, tout à fait. Cela est faux et totalement faux. Réalité. Il n'a ni participé à des débats qui n'ont pas eu lieu et il a boycotté massivement, voire très massivement, ce référendum. Je pense que vous parliez de Mohamed Abdelli, je pense. Je parle de Mohamed Abdelli, Allah yarhamou, qui a été arrêté dans les années 90, qui a passé plus de 28 ans tout à fait. dans les Et il y en a d'autres qui sont dans l'antichambre de la mort. Très bien. Skandar Debbach, je vais vous citer donc un passage dans cet édito. Il est naturel que l'Algérie d'après novembre 2020 soit le prolongement de novembre 1954, au cours de laquelle le peuple algérien consentit d'énormes sacrifices pour libérer notre pays du joug colonial. Tout comme il l'engagea hier, le combat armé, le voilà aujourd'hui de nouveau au rendez-vous pour donner son verdict qui consacrera les fondements de l'état de droit et garantira la cohésion de l'État et de ses institutions. J'ai tenté de répondre sans blague. Vous savez, la démarche du pouvoir actuellement, pourquoi est-ce qu'ils se donnent tant de mal à ancrer leur recherche de légitimité à la date du 1er novembre? Parce que il s'agit en fait d'un système qui est en quête de légitimité, de vaine légitimité, je dirais plutôt. Et là, dans sa recherche de légitimité, il cherche surtout à éclipser
l'esprit du congrès de la Soumam. Pourquoi? Parce que le congrès de la Soumam, c'est ce qu'on leur a toujours opposé, à savoir primauté du civil sur le militaire, surtout ça. Et en fait, que l'Algérie est un État défini comme multiconfessionnel, avec pour corollaire la liberté d'expression qui est consacrée, etc. Et qui ont fait quelque chose de sacré en Algérie. Donc, et ça a été très bien aussi relayé, si on peut dire, dans chaque semaine qui sortait donc le peuple algérien depuis 2019, 22 février. Il parlait ce fameux slogan « Dawla Madaniya, Machi Askaria », primauté du civil sur le militaire. Le militaire est assujetti aux décisions des civils, à savoir d'une assemblée constitutionnelle, légalement élue et tout le reste. C'est ce que préconise la charte de la Soumam. Et on leur a toujours, l'opposition algérienne, enfin je parle de la véritable opposition, leur a toujours opposé l'esprit du congrès de la Soumam. Et ça les dérange. Alors qu'est-ce qu'ils font? Vous savez, c'est un pouvoir qui s'est toujours... qui s'est toujours nourri avec des coïncidences entre les images, entre les dates, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, ils essayent à tout prix de s'ancrer à l'esprit de novembre pour dire que voilà, que cette constitution, on ne doit pas la toucher, elle est définitive en Algérie, etc. etc. Et il parle de prolongement de novembre 54. Oui, ça, on est toujours dans sa recherche de légitimité. Dans sa recherche de légitimité, c'est-à-dire il cherche à imposer, la constitution qu'ils ont eux-mêmes rédigée et qui a été rejetée d'ailleurs par le peuple, comme une sorte de loi fondamentale dictée par nos pères fondateurs, etc., etc. Alors qu'il n'en est absolument rien, c'est du vent dans les filets, il n'y a rien du tout. Très bien. Samir Yahiaoui, si on revient un peu aussi sur ce qui a été dit dans l'édito, mais on va essayer d'écouter Chingriha pendant la campagne électorale sur cette constitution. Peut-être que l'édito, il est là pour confirmer que cette constitution a été imposée peut-être par les militaires. On essaie d'écouter Chingriha et on revient à vous. على السكة الصحيحة يستوجب بالضرورة تحديد الأولويات ولا شك أن الأولويات التي تفرض نفسها في هذه المرحلة الحاسمة التي تمر بها الجزائر هي أولوية التعديل الدستوري المطروح لاستفتاء الشعبي والعودة للشعب ليعبر بصوته وبكل حرية وسيادة عن قناعته اتجاه التعديلات الدستورية المطروحة الرامية على وجه الخصوص إلى ترسيخ توازن السلطات وإشراك الشباب والمجتمع المدني في مسار بناء الجزائر الجديدة والسهر على احترام الحقوق الأساسية والحريات علاوة على إمكانية مشاركة جيشنا في إطار احترام مبادئ وأهداف الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي في مهام حفظ السلام خارج الحدود الوطنية وذلك بقرار من رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني وبعد مصادقة ثلاثي أعضاء البرلمان بغرفتيه وبشكل يسمح بأن يكون لنا خيارات من أجل الحفاظ على مصالحنا الاستراتيجية والحيوية. Vous avez entendu Chingriha, le chef d'état-major Samir, et ça c'était pendant la campagne électorale. Donc, et là, quand on lit l'édito, bien sûr, on est toujours dans cette logique
que la Constitution donnera un nouveau départ pour l'Algérie. Et bien sûr, il a parlé du rôle de l'armée à l'extérieur aussi, qui a été mentionné dans cette Constitution. Merci, Nasser. Je vais jouer votre rôle. C'est l'édito de qui? Cet édito, c'est l'édito de l'armée. De l'armée, El Jaish. La revue El Jaish. Moi, je veux bien développer toute une analyse autour de ça. Je vais le faire parce qu'on le doit à vos téléspectateurs. Mais il y a une question qui se pose. Pourquoi il parle? Pourquoi il s'adresse à la nation? En qualité de quoi il s'adresse à la nation? Pourquoi il se donne le droit de parler de la Constitution? Pourquoi il se donne le droit de faire une campagne électorale? De sa position, de là où il est, qui lui a donné ce droit? On nous a bassiné pendant des mois que nous sommes face à un État civil. Alors si c'est un État civil, qui lui a donné le droit de s'adresser à la nation? En qualité de qui? Il n'est que chef d'état-major. Est-ce que vous connaissez un pays dans le monde digne de ce nom où le chef d'état-major, pendant une campagne électorale d'une constitution ou d'une élection municipale, régionale, présidentielle, s'octroie le droit de s'adresser aux citoyennes et aux citoyens? Bon, à partir de là, déjà, il est en train d'enfreindre la loi. Lui, déjà, en s'adressant comme ça à la nation, il ne respecte pas la Constitution qui dit que nous sommes dans un État civil. Bon. Maintenant, il est peut-être aussi dans la cohérence que nous ne sommes pas dans un État civil, que nous sommes dans un régime dont la façade est une façade civile, mais nous savons pertinemment qu'elle est dirigée par l'armée. Et d'ailleurs, ils se sont permis, dans cette Constitution, on n'en a pas peut-être assez parlé, j'ai vu sur votre plateau d'ailleurs, il en a parlé avec un autre camarade, ils se sont permis, au mois de septembre, d'introduire un paragraphe dans l'article 30 qui leur donne aujourd'hui tous les droits. Alors évidemment, ils sont là pour vendre cette Constitution qui est une Constitution qui vient institutionnaliser l'armée. Au fait, c'est une Constitution militarisée. Il faut le dire et peser les mots. Quand on lit cet article 4, le paragraphe 4 de l'article 30, je renvoie les téléspectateurs, il est même dans la page 12, eh bien, ils se sont donné le droit de gérer ce pays. Et aujourd'hui, ils nous parlent comme quoi ils sont dans la continuité de novembre 54. Et vous savez pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de légitimité historique. Elle est morte, la légitimité historique. Ils seront aujourd'hui incapables de présenter, en tout cas d'introniser quelqu'un qui a fait partie des gens qui ont fait la guerre de libération. Alors, parce que le régime il s'est appuyé sur quoi depuis 1962? En dehors de la violence et de la corruption, sur cette légitimité historique avec laquelle ils se sont, en tout cas, permis de régner sur ce pays en s'appuyant sur les ressources naturelles qui est devenue une entreprise privée à un seul profit, c'est celle du régime et celle de faire, en tout cas, durer le régime. Cette légitimité, elle est morte. Alors, il faudrait bien qu'ils trouvent un lien pour encore faire vivre ce mythe. 2020, l'Algérie 2020 n'est pas une Algérie qui est frileuse face à ces symboles qu'eux-mêmes ont profanés. Eux-mêmes ont profané. Ils ont profané ces symboles depuis 1962. Et le 1er novembre 2020, les citoyennes et les citoyens algériens ont sauvé ce symbole en rejetant massivement ce référendum à hauteur de 85% parce qu'il y a les un tiers qui ont dit non à ce référendum en s'appuyant sur leurs chiffres que nous savons pertinemment qu'ils sont incapables de communiquer un chiffre exact. Alors on s'appuie sur leurs chiffres
les citoyennes et citoyens algériens, à hauteur de 85%, vous ont dit non. Mais ce qui a été écrit donc, dans l'édito, il parle, il dit « Et parce que rien ne saurait être au-dessus de l'intérêt national, notre peuple fait montre de loyauté, de désintéressement, fait prévaloir la voix de la raison et l'intérêt de la patrie sur tout autre intérêt, contribuant ainsi au succès du référendum sur le projet d'amendement de la Constitution et ouvrant la voie à la concrétisation du projet de la nouvelle Algérie et la réalisation des aspirations d'une Algérie puissante, sûre et prospère. » Pardon, hein, je vais redire la même chose. Qui lui donne le droit de parler? Il est dans une caserne, il doit se contenir derrière les murs de sa caserne. 1954, le 1er novembre 1954, a donné naissance à ce qu'a dit notre camarade sur le plateau, à un congrès qui s'appelle le Congrès de la Sommam. Et sur ce Congrès de la Sommam, on ne va pas tout citer ce qui a été dit dans le Congrès de la Sommam, il est écrit noir sur blanc, primauté du civil sur le militaire. Monsieur Chengriha, vous n'avez aucun droit de vous adresser au peuple algérien autant que militaire. Votre seul droit, c'est de vous soumettre au civil et aux ordres du civil. Votre édito n'a pas lieu d'être. Très bien. Brahim Younsi, si on revient un peu, on essaie d'analyser. J'ai lu l'édito et j'ai trouvé que M. Tebboune a été mentionné une fois et que M. Chengriha a été mentionné 3 fois dans l'édito. C'est normal parce que c'est la revue El Djish. C'est parfaitement tout à fait normal. Et aussi Tebboune, il est ministre de la Défense. Oui, mais il n'est pas militaire. Eux obéissent à l'état-major et la revue El Djish, c'est la revue de l'armée. Qu'est-ce que cela signifie? Je crois que M. Debache était militaire. Il connaît cela mieux que moi. La question est que cet éditorial, en tout cas les extraits que vous avez lus, nous avons l'habitude d'entendre ce type de discours. C'est récurrent. C'est du verbalisme, et tout simplement du verbalisme. Je crois que... Mais on peut dire aussi que la situation qu'on vit, c'est Brahim, l'incertitude, la crise qui se complique, et beaucoup d'Algériens ont peur de l'avenir. Bien sûr, Abdelmadjid Tebboune qui est absent, qui est malade, Rabbi Yishfih, mais on ne sait pas. Quand est-ce qu'il va revenir, cette constitution? Est-ce qu'elle va être signée? Est-ce qu'elle va être validée? Et toutes ces questions sont ouvertes. C'est pour ça que, quoi qu'on dise, on ne donne pas de l'importance à l'édito, mais les faits sont là. Et on est en train de parler avec un langage qui ne correspond pas à la réalité. Tout à fait. Mais c'est la raison pour laquelle j'ai parlé de verbalisme, tout simplement. Et le problème, c'est que la disparition, dans le sens propre du terme, de Abdelmadjid Tebboune, son occultation, ajoute à l'incertitude. Nous étions déjà dans l'incertitude. Et le flou aussi par rapport à la, c'est pire que le flou. À la communication sur son état de santé. C'est pire que le flou. C'est de l'incertitude. Or, l'Algérie, si elle ne change pas, et à l'évidence, on ne veut pas qu'elle change, ceux qui la tiennent par la force ne veulent pas qu'elle change. Et si elle ne change pas, elle cessera d'être l'Algérie qui devait naître le 1er novembre. Je suis d'accord sur un point. Vous êtes en train de dire autrement, l'Algérie, si on continue de cette façon, on l'a fait enterrer encore une fois le 1er novembre. Elle est en train de disparaître. Elle est en train de disparaître à tout point de vue, hélas. Et elle cesse d'être. L'Algérie n'est plus. Ceux qui essayent de lui redonner vie, de lui redonner une âme, une nouvelle âme, c'est la population, c'est le peuple, depuis le 22 février. Parce qu'il y a une recomposition des espaces politiques aujourd'hui. Nous sommes en train de le vivre. Nous avons vu dans un certain nombre d'espaces politiques l'expression populaire, y compris dernièrement avec les incendies de forêt, où la population, et c'est la population qui a occupé les lieux où les incendies se sont déclarés. C'est dire qu'il y a une
renversement de la situation par rapport au pouvoir légitime. La population est présente et de ce point de vue-là, le pouvoir recule au fur et à mesure que la population agit là où elle peut agir. Le pouvoir aujourd'hui ne fait que parler. Et on bien l'a vu, sûr, on l'a vu sur évidemment. le terrain, c'est Brahim, excusez-moi, je vous ai coupé la parole, quand Jarad s'est déplacé à Gouraya, à Tipaza. Comment ça a été la réaction des habitants de Gouraya? Je faisais allusion à ça. notamment la présence, la visite du Premier ministre, entre guillemets, à Gouraya. Et cela nous fait rappeler aussi que quand les ministres de Bouteflika se déplaçaient, quand on était presque... le peuple est sorti en force, on les voyait chasser, huer, tout à fait. Partout. Et nous avons atteint l'état supérieur par rapport à la contestation. Vous pensez qu'on est en train de creuser le fossé entre le peuple et... Oui, non, mais bien sûr, le fossé s'est élargi de façon extraordinaire. De façon extraordinaire, il faut le dire. Simplement, le pouvoir répond de quelle manière? Étant donné précisément son illégitimité. C'est parce qu'il se sait illégitime qu'il agit par la violence et la répression. Et à Gouraya, il y a un jeune homme, Nassim Hamdan, qui a parlé d'injustice. Que ce pouvoir était l'incarnation et qu'il symbolisait l'injustice. Aujourd'hui, on va juste essayer de dire à notre équipe technique, si c'est possible, de nous préparer la vidéo de Gouraya contre la visite de Jarad, si c'est possible. Donc, le jeune en question, c'est Brahim, il a été arrêté. Je veux donner son nom. Il a été arrêté et il est placé en mandat de dépôt. Il faut que son nom soit connu. Il faut dire son nom. Il s'appelle Nassim Hamdan. Je ne sais pas quel âge il a. Je ne sais pas. Peu importe. Peu importe. Mais vous voyez que la population, le peuple qui avant avait peur, était dans la peur, en plus de la peur de la maladie, de la pandémie. Il sort et il interpelle, et plus que cela, il agit là où il peut agir. C'est-à-dire que le champ politique et le champ politique sur le plan local est en train de se recomposer. De se recomposer parce qu'il y a une inexistence, pas seulement l'absence, de représentation politique, même symbolique, des partis. Les partis politiques, aujourd'hui, devant ce qui se passe et face à ce qui se passe, ont montré leur obsolescence, sont devenus caduques, obsolètes, ils n'existent plus. C'est le peuple aujourd'hui qui affronte le pouvoir de façon directe et la réaction ou l'action de Nassim Hamdan, on est la preuve, et pas seulement à Gouraya. La population agit dans les espaces locaux, en Kabylie notamment, et ailleurs. Ce sont dans les espaces locaux que la recomposition est en train de se faire et la lutte directe, l'action directe de la population à l'égard d'un pouvoir qui sait pertinemment qu'il est dans l'illégitimité la plus totale. Très bien. C'est Skandar Dabash, vous étiez ancien militaire vous-même, je pense. J'étais au milieu de l'armée. Très bien. Je dépendais du commissariat politique de l'ANP. Comment peut-on lire on mentionne une fois le Tebboune, Abdelmajid Tebboune, qui est ministre de la Défense, et 3 fois le chef d'état-major. Est-ce qu'on peut dire que c'est un signe très fort et révélateur que l'armée est aux commandes de... Mais bien sûr que l'armée est aux commandes. Ce sont les maires du palais, les maires du palais. Et puis, on sait que Tebboune eux, ils ont conscience du fait que Tebboune est un périphérique du véritable pouvoir. Il est là pour la façade, paraît-il, civile, c'est tout. Rien de plus.
Et son absence, comment est-ce que vous pensez qu'il y a une panique aussi au sein de l'état-major concernant son absence, sa maladie? Beaucoup de questions se posent maintenant dans les réseaux sociaux par les Algériens. Ils se posent les questions, est-ce qu'on est en train de revivre la même période de Bouteflika? Tout prête à croire que nous sommes revenus au processus de l'époque Bouteflika. Bon, maintenant, il est peut-être un peu trop tôt, c'est-à-dire pour spéculer là-dessus. Et tout ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a encore un enchaînement de bizarreries. Mais à quelle période, depuis 1962, il n'y a pas eu presque autant de bizarreries? Et il y en a eu tout le temps en Algérie. Un scandale chasse l'autre. Un scandale chasse l'autre. Ça a toujours été comme ça en Algérie. Dernièrement, il y a quelqu'un, enfin un officiel, je ne me rappelle plus de son nom, qui est intervenu et qui a dit qu'on ne pouvait pas considérer les incendies en ce moment sous le prisme du complotisme. Que faisait Saïd Bouteflika à la présidence alors qu'il n'avait aucune fonction? Est-ce que ce n'est pas un complot aussi? Il n'y a jamais eu de complot en Algérie. Ça a toujours été un enchaînement de complots. Le système de gouvernance que nous avons a toujours été comme ça. Même les incendies qu'on a vus, que l'Algérie a vécu il y a 48 heures, où on a parlé de complot aussi. Ben oui, mais vous savez, il y a quelque chose qui trotte dans ma tête depuis 1962. Moi, je suis natif de 1952. Et à l'indépendance, j'habitais à la Rampe-Vallée. Et là, j'ai assisté presque en direct vous savez, de ce qu'on a appelé à l'époque la terre brûlée par l'OAS. De là où j'habitais, nous avions une vue presque directe sur l'incendie du casino La Corniche. Et d'ailleurs, je l'ai décrit dans un de mes ouvrages où j'ai parlé de... J'avais décrit les faits comme une sorte de jour d'après. C'était le jour d'après. Les Algériens s'étaient réveillés complètement sonnés par des séries d'incendies, etc. Et là, j'ai l'impression qu'on est en train de revivre cela. Hier, pas plus tard qu'hier, j'ai vu sur les réseaux sociaux, il y avait un incendie aussi en plein boulevard du Télémli. En plein boulevard du Télémli, un appartement qui était... alors des flammes qui en sortaient, mais alors c'est quelque chose de terrible, quelque chose d'horrible. Et c'est ça qui m'a rappelé... ça m'a rappelé justement les faits qui ont été commis par l'OAS à l'époque. Alors là, que peut-on penser? Est-ce qu'un clan est en train de partir? Un clan est en train de tout casser avant de partir? Un des clans du pouvoir, je veux dire. Voilà ce qui est en train de se passer. Mais est-ce qu'aussi on ne peut pas tomber dans leur raisonnement, c'est Skandar Debbache, si on dit qu'un clan essaie, parce que ça a été véhiculé, même Jarrad a dit ça, a parlé de Aïsaba, a mentionné même Aïsaba. Est-ce que vous pensez qu'indirectement on peut tomber dans leur raisonnement quand on dit un clan contre l'autre clan, alors qu'on sait très bien que le système est unique. Il n'y a pas de système dans le même système. Le système repose sur un équilibre des forces antagoniques. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça qu'on parle de clan du pouvoir. Jarrad, quand il a parlé de Aïsaba, c'est pour se mettre du bon côté par rapport à ce qui s'est passé, c'est-à-dire aux revendications du Hirak, etc. C'est juste une manière de se mettre du bon côté. Mais bon, Jarrad n'est pas très très important dans le système. Jarrad, c'est un exécutant, et c'est comme Tebboune, c'est un périphérique du véritable pouvoir, c'est tout. Mais rien de plus. Maintenant, l'intervention enfin, d'après ce que j'ai compris dans l'éditorial d'El Jaish, c'est pas ça qui est important. C'est pas parce que vous savez, comme l'a dit notre ami Brahim Younsi, c'est du verbiage phraséologique, rien de plus. Comme ils nous l'ont servi depuis 1962, ça a toujours été de cette manière. Les choses ont toujours été présentées de cette manière. Maintenant, l'important pour eux, c'est-à-dire le seul point important dans leur constitution... Ça démontre aussi le décalage qu'il y a
entre la réalité et ça, c'est inquiétant. C'est très inquiétant. Et ce qui m'inquiète, moi, le plus, c'est ce qui est noté dans la Constitution, c'est les nouvelles dispositions de cette soi-disant Constitution, où l'armée peut agir à l'extérieur des frontières. Et c'est ça qui est terrible. Parce que là, qu'est-ce que c'est? C'est une offre de service à leurs sponsors, aux États, principalement aux États européens, c'est-à-dire aux puissances occidentales. Une offre de service. Voilà, nous sommes là pour faire votre travail à votre place. Nous avons une armée bien entraînée. C'est-à-dire que moi, il fut un temps, j'avais décrit l'ANP comme une armée sans honneur. Je l'ai toujours fait. Une armée sans honneur qui n'a pas hésité à massacrer son propre peuple alors qu'elle avait la charge de le protéger. Et maintenant, est-ce que vous parlez de toute l'armée pour qu'on soit précis, ou vous parlez bien sûr des chefs de l'armée, de l'état-major? Est-ce que l'armée a jugé les généraux génocidaires? Elle ne les a jamais jugés. Et là, ça implique la responsabilité de tout l'état-major de l'armée, de toute l'armée en fait. Mais on ne parle pas du simple militaire qui est là. On ne parle pas du simple exécutant. Juste pour être... Nous, on parle pas du simple appelé. L'appelé, il n'a pas le choix, il est obligé de s'exécuter. Moi, je parle de l'ossature même de l'armée, des superstructures de l'armée. Et là, c'est-à-dire, ce n'est même plus une armée génocidaire. On est dans le cadre d'une armée de mercenaires. Ils en ont fait une armée de mercenaires. Voilà ce qu'ils sont en train de faire. Très bien. Parlons d'honneur. Bernanos disait, à propos de beaucoup de gens, leur reste-t-il encore quelque honneur à perdre? Ils n'ont même plus d'honneur à perdre. Absolument. Très bien. Absolument, M. Nioussi. Samir Hiaoui, je vais revenir aussi sur... je sais que ça ne va pas vous plaire. Non, mais je suis là pour ça, ne vous inquiétez pas. Mais quelques passages, donc, je vais citer donc, ce qui a été... non, je ne sais pas que ça ne me plaît pas, Nasser. Non, on est dans le débat. Je mets le régime face à sa contradiction. On n'est pas dupe, mais à ce point, être dans la contradiction... tous les jours, ça commence quand même à être très inquiétant. Je veux dire, ce régime a toujours réussi quand même à pouvoir un tout petit peu se cacher, mais là, il ne se donne plus la peine. Donc là, je cite encore, avec la Constitution de novembre, l'Algérie sera plus solide et ouverte tant elle consacre l'alternance démocratique au pouvoir et assure un changement radical du mode de gouvernance et de ses mécanismes, ce qui provoquera une véritable rupture avec les pratiques du passé qui ont sapé l'autorité de l'État et a été à l'origine de la perte de confiance du citoyen envers ses institutions constitutionnelles. Qu'est-ce que vous en pensez alors de ce passage, Samir Hiaoui? J'ai répondu au journal Liberté il y a 1 an de cela, et cette réponse est toujours d'actualité. Je vais vous la lire. J'avais dit à un journaliste de Liberté, le régime ne veut ni changer ses règles, ni entamer ce qu'il considère comme légitime, à savoir son hégémonie sur la politique et l'économie. Ça, c'est dans l'ADN de l'armée. Ils ne veulent ni changer, ni entamer le changement. Ils n'ont pas l'intention de l'entamer. Ce qui fait tout ce qui est dit ici, et je rejoins mes camarades, c'est du verbal. C'est assurer un service après-vente pour une mauvaise vente. C'est une mauvaise vente et ils essayent de nous assurer le service après-vente. Vous savez, la fonction première... Et là, vous parlez de la Constitution, bien sûr. Évidemment, évidemment. La fonction première d'un État, c'est d'être en phase c'est d'être en phase avec les gouvernants, c'est-à-dire entre les gouvernés et les gouvernants. Aujourd'hui, alors qu'en Algérie, les gouvernants ne se donnent pas la peine d'informer les gouvernés. Ils ne se sentent même pas obligés de rendre compte aux gouvernés. Et les gouvernés, malheureusement, je le dis, je sais que je vais faire des gens qui ne vont pas être contents, n'exigent pas des gouvernants de les informer de la marche du pays. De quoi on parle? On parle d'un chef d'État, je dis bien un chef d'État. Vous avez dit, Nasser, il est absent. Il n'est pas absent, il est hospitalisé. C'est-à-dire, quand on dit hospitalisé,
s'apprête, enfin en tout cas ça nous donne à nous questionner aujourd'hui sur sa capacité à gouverner. Il est hospitalisé, il est malade, hospitalisé dans un pays étranger. Ça veut dire à des milliers de kilomètres du centre du pouvoir, dans un pays qui vit une situation géopolitique Très délicat. très difficile, quand on voit ce qui se passe à la frontière, Tout à fait. qui vit une situation sanitaire très grave. Aujourd'hui, les hôpitaux à Alger sont saturés. Et il vit une situation politique, une crise politique, et même, je dirais, multidimensionnelle, que ce soit sur le plan social et sur le plan économique. Et nous voilà au 17e jour que nous n'avons aucune information et on continue à nous dire qu'il a écrit, qu'il a dit. Beaucoup de camarades à moi nous ont dit, mais si on demande des explications, c'est qu'on est en train de reconnaître le régime. Alors faisons l'abstraction et la nuance. Ne pas être légitime n'exclut pas la responsabilité. Ils ne sont pas légitimes, ils sont responsables et coupables. C'est comme être dans un avion, on n'est pas content ni du commandant de bord, ni de l'équipage. Le commandant de bord ne dit pas aux passagers quelle destination prend cet avion, et nous savons pertinemment que le cockpit est vide, et nous craignons le crash inéluctable, et les passagers restent passifs, ne se posent pas de questions. Non. Moi, ici, je profite de cette tribune pour dire nous exigeons des explications. Qui est aux commandes aujourd'hui? C'est Brahim, c'est une question qui est pertinente et très importante à poser. Et comme il l'a bien signalé, Samir Yahyaoui, pardon, il est Abdelmadjid Tebboune, qu'on est d'accord qu'il est légitime ou pas légitime, il est là, il occupe le poste de président de la République. Maintenant, on peut questionner sa légitimité, mais qui c'est qui est aux commandes? C'est ça, et ça c'est une question très importante. Alors que les affaires de notre pays, qui c'est qui signe les décrets, qui c'est qui gère le pays? Est-ce que c'est l'armée? Qui c'est? Bon, on a connu cette situation avec Abdelaziz Bouteflika. On a découvert que c'était son frère. Mais là, dans cette situation, qui est aux commandes? Il est clair, et on l'avait vu, le chef d'état-major parler, j'allais presque dire ex cathedra. C'est lui le pouvoir, et c'est lui qui décide, c'est lui qui commande. Qui voudriez-vous que dans ce pays, aujourd'hui, tienne des rênes? Même Tebboune ne les tenait pas. Il faut se le dire pour dire, ce n'est pas Tebboune n'était pas l'émanation du peuple. S'il était l'émanation du peuple, il aurait quelque autorité. C'est un homme qui n'a aucune autorité. Et tout à l'heure, j'ai dit son occultation le rend encore, veut dire, fantomatique. Ce n'est pas quelqu'un dont il faudra parler aujourd'hui. Mais ça a été choisi. Bon, beaucoup parlent d'une façade civile de régime militaire, mais cette façade, elle n'existe plus. Elle n'est pas là. On ne va pas dire qu'elle est hospitalisée. C'est ce que je viens de dire. Je l'ai dit à maintes reprises. C'est que nous sommes, en tout cas pour moi, parce que certains remontent jusqu'à 62, en tout cas pour moi, nous sommes dans une situation d'exception depuis le 19 juin 1965 et singulièrement depuis le 10 juillet 1965. Donc nous continuons dans cette situation d'exception et même sous Bouteflika, nous étions dans des situations d'exception. Nous étions dans des situations d'exception. Ce que le pouvoir a comme ADN, c'est qu'il est dans la politique de l'ennemi. Qui est l'ennemi dans ce pays? Citoyen. C'est le citoyen, c'est le peuple. C'est le peuple. J'aimerais rebondir sur ce point. C'est ça la politique du pouvoir. Les ruptures entre le pouvoir illégitime, du fait de son illégitimité, du fait de la répression
qui n'a pas cessé depuis des décennies. Le fossé, les ruptures se sont élargies. Et les ruptures s'élargissent de plus en plus entre le pouvoir illégitime et la population. Et les dissensions que nous voyons aujourd'hui et qui s'expriment jusqu'à quelquefois l'affrontement. Et on l'a vu à Gouraya. Qu'a fait le pouvoir à travers une justice aux ordres, comme la presse aux ordres qui n'en parle même pas? C'est des représailles. Il est dans une politique de représailles. À chaque fois que quelqu'un, à chaque fois que le peuple, à chaque fois que l'on manifeste, à chaque fois que l'on dénonce le pouvoir, à partir du moment où il isole les gens, les représailles tombent. Et nous le voyons, le nombre de détenus politiques, le nombre de concitoyens, de compatriotes qui attendent d'être jugés par une justice, très bien. Ou par des tribunaux, par des justices, par des tribunaux sans justice. Très bien. C'est Brahim, je pense que Samir Hiaoui veut rebondir et j'aimerais bien que ce soit une interaction entre vous par rapport à ces questions qui sont très importantes. Je rejoins Siounsi de ce qu'il a dit. Quand il dit le régime, il a un ennemi qui est le citoyen. Et là, franchement, j'invite les Algériennes et les Algériens, ma mémoire me trahit, mais j'ai encore le titre du livre, qui s'appelle « Le citoyen impossible ». J'invite les Algériennes et les Algériens à lire ce livre. Le citoyen impossible. Mais peut-être la mémoire me reviendra tout à l'heure pour le nom de l'auteur. Pourquoi le citoyen impossible? Ça nous renvoie au régime stalinien. Et ça nous renvoie aussi à cette Europe de l'Est qui a créé cette police politique. Parce que quand Siounsi dit qui est l'ennemi en Algérie, c'est le citoyen. C'est pour ça que, parmi tout ce qu'on est en train de dire, c'est Nasser, rien, je pèse mes mots, rien ne pourra changer en Algérie si on ne fait pas la dissolution définitive de la police politique par un texte de loi spécifique. Premier point. Deuxième point, c'est créer un vrai service de renseignement dont les prérogatives seront déterminées et délimitées et qui sera sous le contrôle du Parlement, chambre haute et chambre basse, et dont le budget est contrôlé par la justice. Troisième point, si on ne met pas toutes les fiches de la police politique, je pèse mes mots, et je finirai avec un quatrième point, pour répondre aux détracteurs de la police politique. Si on ne met pas toutes les fiches de la police politique aux archives nationales pour consultation publique, afin de soigner la société et ses bourreaux, et de permettre de créer les liens de réciprocité, rien ne pourra changer dans ce pays. Et à toute personne qui me dit la police politique en Algérie n'est pas un corps constitué, je les invite à lire tous les mémoires de la Stasi, qui avait 90 000 agents et 200 000 indicateurs. Et nous, Sidi Ahmed Orzali, ce n'est pas moi qui le dis, ce n'est pas moi. C'est Sidi Ahmed Orzali qui nous a donné le chiffre de 1 400 000 d'indicateurs sans les agents qui sont attitrés. Quand vous êtes surveillé dans votre intimité et que vous êtes emprisonné pour une publication X ou Y et que cet agent vient vous chercher chez vous et que cet agent il a un bulletin de salaire qui soit au ministère de l'Intérieur, au ministère de la Défense, je suis désolé, la police politique est un corps constitué en Algérie. Très bien. On va, vous voulez rajouter quelque chose, pour rebondir sur ce que disait notre ami Hiaoui, c'est que, en fait, je vais abonder dans le même sens que vous. En fait, plus exactement, le pouvoir a développé une mentalité d'assiégé. Il a développé une mentalité d'assiégé. Vous savez, il y a une expression qui est très courante en Afrique du Sud, chez les Afrikaners, où ils disent dresser les lagers. Dresser les lagers, c'est mettre les chariots en rond pour se défendre contre les Zoulous, contre les tribus Zoulous, avec toute mon amitié au peuple Zoulou d'Afrique du Sud. Et là, c'est parce qu'il se sent agressé par le peuple, en fait. Et on l'a vu comment il s'est retranché au Club des Pins
au moment le plus fort. Et il en a même fait une ville interdite, un peu comme la ville interdite à Pékin sous La Green Zone. voilà, la Green Zone aussi en Irak, exactement, oui, oui. Absolument. Absolument. Bah oui. Voilà, c'est tout ce que... Oui, voilà. Agressé par un peuple. On va essayer de revoir donc cette vidéo de la sortie de Abdelaziz Jarrah, le Premier ministre qui s'est donc déplacé à Gouraya, à Tipaza, et comment il a été reçu là-bas par les citoyens de Gouraya à Tipaza. On regarde la vidéo. Ibrahim, الهربة تسلك يعني وانا فينا là on se demande vraiment tout ce qu'on voit et là on se pose la question comment on peut gouverner un peuple si on est impopulaire à ce point-là, s'il y a donc ce divorce, si on peut l'appeler comme ça. Cette impopularité, cette illégitimité ne date pas d'hier. Ce peuple a toujours gouverné envers et contre tout, et contre le peuple surtout, et contre la volonté populaire. Absolument, absolument. Je suis d'accord avec mes deux amis sur le plateau, à savoir qu'effectivement, le pouvoir est assiégé. C'est le pouvoir qui est assiégé. Le peuple assiège le pouvoir. Et ce pouvoir, on l'a vu, il perd tout de suite son sang-froid. Il est en situation de panique. Et ce qui... Tout à fait. Il est sur la défensive. Il est sur la défensive. Mais ce qui est à remarquer et qu'il faut absolument dire, me semble-t-il, c'est que, et c'est ça qui est positif dans notre société, c'est ça qui est très positif et c'est cela qu'il faut regarder. Parce que dans la société, ça change et ça bouge. Et qualitativement, c'est l'autonomisation politique de la société. C'est pour la première fois, me semble-t-il, que la société s'autonomise et les individus, généralement je ne parle pas d'individus, je parle de personnes, mais les individus s'autonomisent également. C'est une chose extrêmement importante à dire et à faire remarquer à nos concitoyens, parce que la société est en train de s'autonomiser. Le pouvoir est en train de perdre pied. Il est en train de perdre pied. Il n'existe quasiment plus. Et il n'existe quasiment plus, d'autant que son chef, j'allais dire putatif, n'est pas présent. Si je peux me permettre, très rapidement, Samir, parce que le régime s'est effondré dans la tête des Algériens. Dans la tête des Algériens, le régime s'est effondré. Et dans la réalité? Dans la réalité, il tient encore. Alors, moi, je ne vais pas dire qu'il tient. Moi, je pense qu'il est acculé. Il est acculé. Il est dos au mur. On va revenir sur cette question, Samir Hiaoui, parce qu'on a été rejoint par Azzdine Toumi, militant politique depuis Alger. Azzdine Toumi, marhaba bik, bonsoir, merci d'avoir accepté l'invitation.
Bonsoir, cher Ami Nassar, bonsoir à tous les invités, bonsoir à tous les téléspectateurs et merci pour votre invitation. Merci à vous, Azdin Toumi. Azdin Toumi, si on revient un peu très rapidement sur l'édito d'El Jaish, bien sûr sorti juste après donc cette élection du référendum, il parle de la symbolique de novembre et la naissance de la nouvelle Algérie. Beaucoup d'Algériens, bien sûr, se posent la question sur ce constat. Sachant que les Algériens ont boycotté, de presque 77% d'Algériens ont boycotté ce processus. On parle de plus de 23% des Algériens qui ont participé à ce processus, à ce référendum. Bien sûr, la question se pose, est-ce que les chiffres sont réels? Mais quand on dresse et quand on parle on parle de la naissance de la nouvelle Algérie, que le peuple algérien, que c'est un prolongement de novembre 54, et que le peuple, bien sûr, a contribué bien sûr, au succès du référendum. Qu'est-ce que vous en pensez de ça, Azdin Toumi? Pour moi, c'est une autre tentative désespérée de la part du pouvoir de sauver un plan qui a déjà été condamné à l'échec depuis sa mise en place au lendemain du Hirak, de la révolution du 22 février, on l'appelle comme on veut. Mais en tout cas, dès lors que ce plan mis en place par le pouvoir était en contradiction avec la révolution, n'était pas en cohérence avec les aspirations de la jeunesse, avec les revendications du peuple, le pouvoir, au lieu d'ouvrir des canaux, de faire participer les vrais représentants du peuple, de faire intégrer les vrais représentants de la révolution, etc., le peuple, il avait fait le forcing en violant la volonté populaire. Alors, face à cet échec, parce que je mettrai entre guillemets ce rejet de la Constitution, moi, je rappelle toujours ce chiffre de 77% de personnes qui ont boycotté ce référendum. Pour moi, c'est le chiffre le plus important par rapport aux 23% qui ont quand même donné, ils ont trouvé de l'intérêt pour se déplacer et voter oui ou non sur la Constitution. Ceux qui ont voté non, c'est pour des calculs qui les concernent. Mais en tout cas, 77%, ils n'ont pas jugé utile, ils n'ont pas trouvé d'intérêt à aller se déplacer aux urnes. Et ça, ce n'est pas le rejet uniquement de la Constitution en tant que texte, en tant que loi, mais c'est le rejet de tout ce plan dont j'avais parlé, parce que le référendum sur la Constitution n'étant qu'une étape de ce plan qui avait déjà l'étape de la présidentielle du 12-12, et puis à l'avenir, c'est les législatives, les locales, etc. Donc le peuple a désavoué complètement ce plan, et face à ces échecs, cher Ami Nassar, face à ces échecs, le pouvoir, il cherche la cohérence, au moins pour être cohérent, d'où dans tout leur discours, ils reviennent sur le 1er novembre, les novembrites, etc., pour donner un petit peu de la cohérence à leur plan et à l'exécution de ce plan. Est-ce que vous pensez qu'on rajoute de la confusion à la confusion? De la confusion, c'est parmi les défauts de ce système de gouvernance qui, rappelons-le, il est composé de plusieurs éléments. Mais en tout cas, vous avez posé la question à vos invités, qui gouverne aujourd'hui, qui commande aujourd'hui? C'est la même question qui se posait du temps de Bouteflika. La réponse porte peu, parce que le plus important, c'est que comment on se retrouve dans la même situation, or que le peuple algérien est sorti dans sa majorité demander un vrai changement ces changements qui auraient changé les choses et qui auraient débouché sur une Algérie nouvelle, sur un état de droit où ce genre de questions
ne se poseront plus, où ce genre d'éditorial n'aura plus raison d'être, et autre chose, beaucoup de choses, et où ça sera l'Algérie où le Darwa régnera sur tout le monde, le Darwa il sera la loi opposable et imposable sur tout le monde, un état de Darwa, et je pense que la confusion aujourd'hui, je ne pense pas que le peuple algérien est confus. Je pense que beaucoup de questions ont été tranchées dans la tête du peuple algérien. Je ne parle pas en son nom, mais en tout cas, quand on voit comment le peuple algérien a rejeté cette constitution dans sa majorité écrasante et comment les responsables sont reçus et les réactions, comment le peuple déjoue au fur et à mesure toutes ces manipulations du pouvoir à travers les réseaux, à travers ces organes de presse mercenaires, etc., on voit quand même que le peuple a définitivement tourné le dos à ce système avec toute sa panoplie de manipulation, d'organes, de propagande, etc. Et je pense que le peuple algérien n'acceptera plus jamais qu'un vrai changement qui va être le jour où le peuple acceptera le jour où l'Algérie sera mise véritablement sur un vrai processus démocratique. Très bien. Merci à vous, Azzdine Toumi, d'être avec nous dans cette émission. Azzdine Toumi, militant politique. Merci à vous. Merci, cher Azzdine. Vous voulez Oui, ce que je voulais dire, c'est-à-dire, pour abonder dans son sens, vous savez, en parlant de confusion, le régime est en train de suivre un vieil adage algérois qui dit c'est-à-dire il ne se complaît, il ne perçoit de clarté que dans la confusion, quand tout est absolument confus. En fait, vous savez, c'est un pouvoir auquel nous avons affaire actuellement, qui n'a rien à faire du peuple. Il n'a plus rien à offrir au peuple. Il n'est pas là pour le peuple, en réalité. Il n'est pas là pour le peuple. Le pouvoir actuellement, je parle du véritable pouvoir en Algérie, c'est-à-dire du pouvoir militaire, parce que l'Algérie est gouvernée par une junte militaire. En fait, il est là d'abord pour gagner du temps, et deuxièmement pour perdurer, pour tâcher de perdurer le plus longtemps possible. Et surtout éviter c'est-à-dire c'est la primauté sur tout le reste, éviter qu'un pouvoir civil, un véritable pouvoir civil, ne prenne le pouvoir en Algérie. Parce que là, ils savent parfaitement qu'il n'y aura pas de trou assez grand dans le monde pour les cacher. Et qu'ils paieront pour un très très lourd contentieux. Très bien. On va essayer il nous reste un peu de temps, et on va essayer de poser la question sur les scénarios. C'est Brahim, Samir, c'est Skandar. Les scénarios qu'on peut essayer d'imaginer par rapport à cette situation. Est-ce que vous pensez que l'armée ira jusqu'au bout de sa logique et fera promulguer la Constitution, en dépit, bien sûr, du climat politique qu'on est en train de vivre? Et si la Constitution elle ne passe pas, est-ce qu'on appliquera l'article 102, sachant que l'article 102 fait partie de l'ancienne Constitution? Il fait partie aussi de la nouvelle. Ça c'est clair, mais ce n'est pas, si la Constitution, par définition, n'est pas promulguée, elle ne sera pas appliquée. Et nous sommes encore sous l'empire de la Constitution de 2016. C'est clair. Et Tebboune l'a bien dit, ça. Il a dit si cette Constitution ne passe pas, on va faire avec la Constitution de 2016. C'est clair. La Constitution clair, mais nous sommes encore, de Bouteflika. Tant que cette Constitution, entre guillemets, n'est pas promulguée, c'est la Constitution précédente ou la Constitution de 2016 qui est toujours la Constitution de cette prétendu État. Mais ce qui me semble important à dire et que l'on constate de jour en jour, c'est la multiplication des exigences populaires et leur durcissement. Non seulement les exigences se multiplient, mais elles se durcissent.
Si le pouvoir... On va essayer en allant dans ce sens, dans votre analyse, le sens de votre analyse, Ibrahim. On va écouter la vidéo et je vous rends la parole. انا نحوس نعيش كيما ولادك هذو كل يحوسوا يعيشوا كيما انت وكيما ولادك هذا واش عندي انا ما نقدرش نعيش الفاره وساك انا نحوس نعيش كيما انت C'est exactement, mais c'est... Voilà, on donc peut multiplier juste pour par, rappeler qu'il a été arrêté. ouais, Donc, on peut multiplier par 20 millions Hmm. ces cas. On peut multiplier par 20 millions, voire plus, ce type d'exigence. Il y a aujourd'hui, les exigences se multiplient et se durcissent. Le pouvoir ne peut pas répondre aux exigences, ne peut pas répondre. Et néanmoins, et c'est là où on l'attend, avec 23% de participation, selon toute logique. Mais il y a ceux qui disent, Ibrahim, c'est vrai qu'il ne peut pas répondre. Il a fait passer, il passer peut le 12-12. la situation, c'est pour ça que je parle de scénario. La situation économique est difficile, la situation sanitaire, mais aussi, s'il n'y a pas un rapport de force, c'est vrai que on a entendu l'Algérien, ce jeune homme qui est en train de dire c'est vrai que l'exaspération des Algériens, elle est là, elle est forte. Mais si elle n'est pas traduite par un rapport de force, ce que je veux dire, si le Hirak ne revient pas en force, comment peut-on arriver à provoquer le changement? Non, le Hirak, comme vous l'appelez, moi je dis que c'est une révolution et cette révolution perdure. Il y a une suspension, mais la révolution est là, qu'on le veuille ou non. Il y a des acquis de cette révolution, c'est clair. Et on le voit à travers tous les rassemblements. Et les rassemblements, et j'ai dit tout à l'heure, c'est les recompositions politiques et les recompositions locales. Elles se sont localisées. Et il me semble que nos compatriotes réfléchissent et pensent et ont un génie politique pour passer de l'espace aux lieux. Et on l'a vu avec Agoureya. C'est des lieux également qui ont été investis et occupés. Ce n'est pas des espaces inconnus, ce n'est pas des espaces non identifiés. On a vu là aussi la visite de Farhat Itali à El Hammam. Par exemple, c'est-à-dire que la population est active, elle est dans le politique que les partis ont évacué. C'est ça qui est important. Je ne me souviens plus de la question que vous avez posée sur le pouvoir. Le pouvoir, et même si votre émission, le titre de votre émission, c'est le déni de la réalité, il est obligé de se rendre à la réalité. Il est obligé, avec 23%, ce sont ces chiffres de participation, il est obligé d'ouvrir les portes. Très bien. Oui, sur cette question. Sur le scénario? Oui, les scénarios, l'hospitalisation de Tebboune, la Constitution, s'est passée, elle sera validée ou pas. Promulguée, donc il nous reste 2 jours. Alors, juste comme ça, nos téléspectateurs vont le savoir, le nouveau article qui remplace l'article 102 dans la Constitution est l'article 154. Mais il existe. Il existe, mais qui n'est pas promulgué. Il faut savoir que rien n'empêche que la promulgation de la Constitution se fasse, par exemple, par le président du Sénat, de la Chambre haute. Aucun article dans la Constitution n'exclut ça. Ça veut dire qu'on a la possibilité dont... Mais lui aussi, il est par intérim, je pense. Oui, mais rien ne dit dans la Constitution... rien n'exclut, rien ne dit... Dans la Constitution, rien ne dit le fait qu'il soit intérimaire. Il ne peut pas, en tout cas, présider pendant les 90 jours. Et contrairement à l'ancienne Constitution, ce sont maintenant 90 jours renouvelables. Est-ce qu'on va tomber dans le même vide constitutionnel? Et on l'a vécu aussi avec Ben Salah. Justement. Alors, ce qui change par rapport à l'ancienne Constitution, l'ancienne Constitution, il avait 90 jours. Et on les avait dépassés avec Ben Salah le 9 juillet 2019. Aujourd'hui, les 90 jours, il est écrit
dans la nouvelle constitution, si elle est promulguée par Goodjill, si on constate qu'il y a une vacation de pouvoir, il aura 90 jours, il pourra promulguer la constitution. Et si pendant les 90 jours, nous sommes dans l'incapacité de faire des nouvelles élections présidentielles, on peut prolonger encore 90 jours. Ça veut dire aujourd'hui, cette constitution que lui peut promulguer, lui donne la capacité d'être à 180 Et jours. on l'a fait avec Ben Saleh. Mais là, on était anticonstitutionnel. Il n'avait pas le droit. Il devait se limiter à 90 Mais avec la jours. nouvelle constitution, Avec on sera dans le... Il sera dans la légalité parce qu'il aura 90 jours plus 90 jours. Mais le scénario, pour revenir au scénario, moi, encore une fois, le régime ne lâchera pas. Il est en train de préparer une autre séquence. On est dans des séquences. Le régime, c'est comme une matrice. Il mute. Et cette fois-ci... Est-ce que ce n'est pas aussi dangereux? Parce que Mais bien sûr, c'est une fuite en avant. on est dans le court terme. C'est une fuite en avant. C'est pour ça que je profite de dire aux hirakistes. Vous avez souri quand j'ai dit le retour du Hirak en force. J'ai posé cette question à Sibrahim et vous avez souri. Oui, je ne souris pas pour dire qu'il n'y aura pas de retour en force. Parce que ça m'a ramené à penser que le régime, aujourd'hui, le fait qu'il soit acculé, le fait que le haut commandement de l'armée s'est réuni la matinée où il devait y avoir la déclaration des chiffres de la Constitution, en tout cas de la conférence de presse était prévue à 10h. À 10h, elle a été décalée. Décalée jusqu'à 11h30. Parce qu'une réunion à l'état-major s'est tenue, et voilà, maintenant tout le monde le sait. Bref, pourquoi je dis ça? Parce qu'à un moment donné, ils ont décidé de ce chiffre. Ils savent pertinemment que ce chiffre les accule. Alors, le régime, je dis c'est possible, peut-être c'est ma lecture, elle peut être fausse, ça, l'avenir nous le dira, sera amené à donner des garanties de façade, mais des garanties solides. Peut-être que le régime sera même amené à libérer des détenus du Hirak. Vers l'apaisement, vous voulez dire? C'est un faux apaisement. Ça veut dire qu'ils vont faire une vraie libération, ils vont donner des signes, ils vont libérer des symboles qui font déjà du bruit à l'international, pour ne pas citer de nom. Comme ça, il n'y aura pas de différence dans les détenus. Ils doivent tous être libérés. C'est possible que le régime fasse cette manœuvre. C'est possible que le régime, avec cette manœuvre, va entrevoir une autre ouverture pour aller chercher des gens du Hirak, des symboles aussi. Mais est-ce que pour autant le régime va lâcher le pouvoir? Non. C'est une préparation d'une nouvelle séquence. Je ne donne pas de certitude parce que je vois que notre ami... Mais est-ce qu'il a les moyens de garder le pouvoir? Est-ce qu'il a les moyens de sa politique? Alors, je vais pousser l'imagination. Juste un petit point. Scandale. Il est possible même que la séquence Tebboune est en train d'être étudiée pour passer à l'après-Tebboune. Et j'invite nos amis à lire le quotidien d'Oran, dont le Abd Sharif a écrit 3 articles, lui qui a soutenu Tebboune. Qui a dit que le Hirak est fini aussi. Et oui, et aujourd'hui, il a écrit que la séquence Tebboune est terminée. Très bien. Skandar Debache. Vous savez, Nasser, moi, ce qui importe pour moi, ce n'est pas la démarche du pouvoir vis-à-vis de Tebboune ou vis-à-vis de la Constitution, parce que nous savons que tout ça... Le régime est dans sa logique. Il est dans sa logique, c'est un régime autiste, on ne peut rien attendre de lui, absolument sourd, absolument sourd. Moi, ce qui m'importe, c'est comment offrir une porte de sortie à ce régime. Le sortir de l'impasse, l'aider à sortir de l'impasse. Il est prisonnier de son marasme. Il est prisonnier de son marasme. Comment l'aider? Moi, j'ai pensé à une chose, je l'ai suggéré. Est-ce que vous pensez qu'il y a qu'on a ce scénario au sein de l'état-major, qu'on veut tendre la main, mais on a peur et que peut-être on peut se dire qu'il y a des sages au sein de cet état-major qu'ils se disent on ne peut pas continuer dans cette voie parce que c'est le pays tout entier qui va disparaître. Ce n'est pas seulement le régime. Est-ce que vous pensez qu'il y a des militaires? Mais bien sûr qu'il y a des militaires sages, mais ils ont été mis en prison. Ils ont été emprisonnés tout de suite après.
Le noyau des clans, le noyau du pouvoir ne veut rien entendre. Il y a eu le général Hadid qui a, je crois, suggéré une sortie de crise. Il leur a demandé de se rapprocher du peuple. Certains leur ont demandé de se rapprocher du peuple. Mais non seulement ils n'ont pas été entendus, mais ils ont été emprisonnés en plus. Certains sont en train de croupir dans les geôles du pouvoir et dans les pires conditions. Est-ce que ça justifie aussi de continuer sur la même voie, c'est scandaleux? Non, ça ne justifie pas. Ce que je sais, c'est que le pouvoir a peut-être conscience qu'il est dans une impasse. A peut-être conscience. Et là, ça pourrait jouer en notre faveur. Et nous pourrions... Est-ce que la Constitution a compliqué aussi cette impasse, si on peut dire? Lui qui a joué sur la Constitution, la nouvelle Algérie, et alors qu'on a vu que le peuple algérien a boycotté la Constitution, parler de 23%, c'est historique. Mais ce qui est important, si je peux me permettre, pourquoi ce chiffre? Pourquoi? Ils auraient pu dire 45, ils auraient pu dire 50, qui aurait pu les empêcher? Pourquoi ce chiffre? Ce chiffre est une nouvelle séquence. C'est une séquence qui s'ouvre. Pourquoi elle s'ouvre et dans quelles conditions et pourquoi faire? Très bien. C'est ça la question. Skandar, continuez votre idée. On va donner la parole après à Ibrahim. Il ne me reste pas beaucoup de temps. Ce que je veux dire, c'est que le pouvoir n'a rien à faire de cette Constitution. Il ne l'a jamais respectée. De toutes les constitutions qui ont été imposées au peuple, il n'en a jamais respecté les termes. La preuve, c'est que nous avons un faux Parlement avec des faux députés, des faux ministres. On a eu un faux président et peut-être qu'on en aura un autre bientôt aussi, etc. etc. Donc... Maintenant, l'important, ce n'est pas de raisonner, c'est-à-dire en termes de constitution, parce que là, on fait le jeu du pouvoir. Là, nous faisons le jeu du pouvoir. Ce qu'il faut, c'est réunir des notabilités du Hirak. Je n'ai pas trouvé d'autre expression. Quelques personnes notables du Hirak, des personnes influentes, et offrir une porte de sortie au pouvoir, pour lui signifier qu'il n'a plus rien à faire, que maintenant, il doit partir, il doit céder le pouvoir au peuple. Il doit négocier son départ. Négocier son départ, exactement. C'est le mot, il faut le dire. Absolument. Négocier son départ. Pas le dialogue. Il faut faire la sémantique est importante. Absolument. Il ne faut pas inviter les gens à dialoguer, c'est négocier son départ. Négocier son Et la son négociation, c'est ce qui a été d'ailleurs, il y a beaucoup de radicalité, les gens ont dit on ne négocie pas. Nous serons obligés de négocier sur une chose, parce que la transition, c'est la négociation. Parce que, vous savez, M. Hiaoui, vous savez, ça me fait penser à une phrase de Clausewitz, parce que le pouvoir est en guerre contre le peuple. Où Clausewitz disait que la négociation, c'est toujours la guerre, mais sous une autre forme. Vous voyez ce que je veux dire? Bien sûr. Voilà, nous continuons dans la logique de guerre avec le pouvoir, mais l'important, ce serait de lui offrir une porte de sortie, parce que la situation risque de devenir explosive. On est d'accord, mais c'est pour ça que j'ai toujours dit, permettre, dans un conflit logique de guerre, Clausewitz a parlé de la politique. oui. Il a dit la guerre, Logique de guerre. La guerre et la continuité de la politique. Juste ce que je voulais relever, Sinassal, c'est que, je crois qu'on en a même parlé, mais quand il y a un conflit, il est quand même important de nommer les protagonistes. Alors aujourd'hui, c'est un conflit entre le peuple, je préfère appeler les citoyennes et les citoyens, j'aime bien cette notion, parce que ça appelle à la responsabilité, au devoir, et le pouvoir. Les protagonistes de ce conflit, ce sont ces deux parties. On ne peut pas rentrer dans un match de boxe et être en dehors du ring. On ne peut pas rester dans la salle d'entraînement ou dans sa loge. Si il faut en finir, il faut rentrer dans le ring, et ce ring, c'est la négociation. On veut négocier votre départ. C'est Brahim. Absolument. Sur cette question, il y a deux sorties. Si la révolution se durcissait, elle peut prendre le pouvoir. Est-ce que c'est cette voie? On ne souhaite pas la destruction de ce pays. On l'aime, ce pays. Il peut ne pas l'être détruit. Est-ce que c'est la voie révolutionnaire, la prise du pouvoir par la révolution, comme cela s'est fait ailleurs? Nous ne souhaitons pas le La révolution, de toutes les façons, ne va pas vers cette voie. Non. Ne va pas vers cette voie. Donc,
La seule voie, c'est passer par la transition et négocier la transition. Est-ce que le pouvoir est en situation de négocier? Et quelle est la lecture qu'il fait d'abord lui-même et pourquoi, comme vous l'aviez dit? Mais est-ce que aussi la question se pose, c'est Ibrahim, est-ce que le Hirak est en force Ce n'est pas le problème, parce qu'on a parlé de gens qui de négocier, etc. Qu'est-ce qui pousse le régime à négocier aussi? La question, il faut la poser. Non, il n'a plus les moyens de sa politique. Nous sommes, et le pouvoir ne peut pas. Un pouvoir qui se respecte ne peut pas accepter une situation dans laquelle nous nous trouvons. Nous sommes quasiment... Tous les voyants sont rouges. D'une part, et d'autre part, au niveau de la société, nous sommes quasiment dans un état de nature. Nous sommes quasiment dans un état de nature. Donc il faut que tout cela soit organisé. Mais pour négocier avec le pouvoir, il faut effectivement avoir des représentants. Mais ces représentants, comment doit-on les choisir? Quel est, je l'ai dit la dernière fois ici, parce qu'il y a des modalités de légitimation. Comment les gens sont légitimes? Nous, on a parlé tout à l'heure de la légitimité historique. Est-ce que c'est une nouvelle légitimité historique qui revient? Est-ce que c'est le pouvoir qui légitime les gens parce qu'il les a mis en prison? Il faut être aussi lucide et poser les questions. Est-ce que les gens, parce qu'ils sont allés en prison, parce que le pouvoir les a mis en prison, sont légitimes pour représenter la révolution? Et est-ce que, et comment, au niveau des modalités de représentation, comment la révolution, où c'est, entre guillemets, des gens qui seront choisis par elle, par la population, représenteront la révolution pour négocier avec le pouvoir. Je veux revenir juste aux incendies qui ont lieu, toujours d'ailleurs, parce que le Premier ministre, entre guillemets, a parlé d'actes criminels. S'il a parlé d'actes criminels comme cela, en l'air, sans réfléchir, c'est extrêmement grave. S'il a des indices qu'il n'a pas donnés... On parle d'une enquête qui a été ouverte. On attendra l'enquête. On attendra l'enquête. Et on peut attendre. Hein. Parce que l'histoire... Parce qu'à un moment ou un autre, si c'est des actes criminels, et ces incendies qui se sont déclarés de façon simultanée, c'est quand même... Les questions se posent. Les questions se posent. Cela rappelle des incendies qui ont eu lieu dans certains pays, et je pensais notamment à l'incendie du Reichstag. Et bien entendu, le parti nazi a allumé, a fait en 1933. L'incendie du Caire, où on a accusé les frères musulmans d'avoir été les responsables de l'incendie du Caire, etc. À qui pense le Premier ministre? Pour dire que ce sont des actes criminels, à qui pense-t-il? Je crois que la réponse à cette question de ces incendies nous donnera, je pense, la réponse de ce que le pouvoir veut aller. Très bien, où le pouvoir veut aller, et aussi où l'Algérie, elle est en train de prendre la direction. Où va l'Algérie? Le fameux livre de Mohamed Boudiaf. Mohamed Boudiaf, Rabbi Rahma. Donc, sur cette question, très rapidement, donc le dernier mot chacun. Il ne me reste pas beaucoup de temps. Je vais commencer avec vous, Samir Yahyaoui. Écoutez, je ne sais pas si c'est le dernier mot, mais en tout cas, c'est le mien. Il y a un rapport, il y a 3 ou 4 jours, un rapport du FMI, dans lequel la situation économique en Algérie est décrite. Tous les voyants sont tout rouges. Le régime n'a plus les moyens de sa politique. Ce régime qui a créé du clientélisme autour de lui pour acheter une certaine paix sociale. Aujourd'hui, comment répondre à une revendication politique et qui va s'associer à une crise sanitaire et sociale? C'est pour ça qu'on les appelle à la sagesse et à dialoguer leur départ. Vous n'avez plus les moyens de votre politique et ce n'est pas demain que vous allez retrouver ces moyens-là. C'est-à-dire, si vous ne voulez pas, je rejoins malheureusement ce constat, si vous voulez sauver
ce pays, cette nation, dans sa configuration actuelle, il va falloir vraiment écouter la voix de la sagesse. Skandar Debbash. Ce que j'aimerais dire également, c'est que j'abonde dans le sens de notre ami Yahyaoui, c'est que bon, le pouvoir n'a plus les moyens de sa politique. Moi, je les appelle à une chose. S'ils ont encore, je m'adresse à eux, si vous avez encore un iota de patriotisme, pensez à ce que deviendra l'Algérie si vous ne faites absolument rien. Parce que nous sommes le plus grand pays d'Afrique. Ce que nous risquons à terme, c'est la dislocation de l'Algérie. C'est la partition de l'Algérie. Et c'est ce que veulent les ennemis de l'Algérie, les véritables ennemis de l'Algérie et du monde arabo-berbère, qui cherchent justement à disloquer les pays arabo-berbères un par un, les disloquer un par un. Et l'Algérie, si on continue avec cette mésentente du pouvoir avec le peuple, elle finira par la partition. Et là, je leur demande, si vous avez encore un peu de patriotisme, négociez votre départ et laissez place à un pouvoir légitime des Algériens. C'est Brahim, le dernier mot. La sagesse, il faut l'avoir. Mais je crois qu'il s'agit davantage de survie. L'Algérie est en situation de danger grave. Et je l'ai dit tout à l'heure, si l'Algérie ne change pas dans le bon sens du terme, elle cessera d'être. Elle cessera d'être. Très bien. Merci à vous. Si Brahim Younsi, merci d'être avec nous. Merci à Skandar Debbash, militant des droits de l'homme, militant politique. Merci à vous, Samir Yahyaoui, qui est analyste et activiste politique. Merci aussi à Azdin Toumi, qui était avec nous depuis Alger. Merci à vous, chers téléspectateurs. Je vous retrouve demain, même heure, Inch'Allah. Ya'tikum saha, bqaw ala khair.